Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Geekosphère, toujours avec Thomas, notre chroniqueur. Bonjour Thomas. Bonjour Damien. Alors aujourd'hui, nous quittons le domaine du virtuel pour le domaine de l'imagination, des plateaux de jeux et des lancers de dés. Aujourd'hui, nous entrons dans le monde des jeux de société avec notre invité François Albert. Bonjour. Ouais, bonjour. Alors, vous êtes président général de, vous allez me reprendre si je le dis mal, mais GOG Fund Game, qui possède notamment la boutique Horizon Ludique à Toul. Oui, c'est bien ça. Je suis bien le président de la société GOG Fund Game, représentant de la société Horizon Ludique à Toul. Donc voilà, et avant de passer à notre interview justement sur le sujet des jeux de société en général, je vous propose d'écouter un son qui va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous. À toi de jouer. Yu-Gi-Oh! À nous deux. C'est l'heure du duel. Et donc le générique de Yu-Gi-Oh! Qui je pense même à toi Thomas a dû te rappeler. Alors là, ça me met des frissons, moi. Genre, c'est fou. Alors pourquoi ce générique? Eh bien parce que j'ai découvert votre boutique justement en allant acheter des cartes Yu-Gi-Oh! J'avais découvert un article dans l'Est républicain de Toul et du coup je me suis dit que j'allais y faire un tour et du coup j'ai trouvé des cartes que je cherchais, du coup j'étais très content et du coup j'en ai profité pour vous inviter. Je vous propose d'abord de vous présenter, votre parcours. Alors, je me présente, je m'appelle Albert François, je vais avoir 40 ans, donc du coup, je suis arrivé dans le monde du jeu grâce aux jeux de rôle et aussi aux jeux de cartes Magic of Gatherings, le papa de tous les jeux de cartes, en fait. Effectivement, Ah on en oui. parlera tout à l'heure je pense. Et donc, du coup, en fait, c'est très simple. Après, j'ai été dans la vente plusieurs années. J'ai dû à des problèmes de santé, tout simplement. Je ne pouvais plus faire de vente sur les marchés comme j'aimais. Et du coup, on a fait réuni passion plus métier. Et on a dit, bon, on va créer un secteur. Donc, du coup, voilà où on est arrivé pour arriver à Toul. Alors, vous avez parlé de Magic et de jeux de rôle. C'est une passion qui vous est venue quand, vers quel âge? Parce que c'est une passion que moi j'ai développée vers 16-17 ans, donc assez tardivement, mais je sais que ça peut arriver qu'on soit passionné dès le plus jeune âge. Ça vous est venu comment, la passion du jeu? Alors, moi, ça m'est arrivé à l'âge de 12 ans. Ah oui, donc comme je disais, bien plus jeune. Alors, premièrement, grâce à mon grand frère, en fait, avec qui j'ai commencé à découvrir un jour, il jouait avec des potes à un jeu de rôle et les bouquins dont vous êtes le héros. Ah, génial. Ouais. Voilà. Et du coup, après, tout simplement, Magic est sorti. Un jour, notre mère nous a acheté des petits boosters. Je me rappellerai, j'avais ouvert ma première foudre. Et c'était, oh, j'ai une foudre et tout. Je croyais que c'était fort. Maintenant, je m'aperçois que la carte est forte, mais il y a bien mieux. Et du coup, après, j'ai pris passion et je me suis lancé dedans à cœur perdu, quoi, en allant dans les assos et compagnie. Alors justement, le domaine du jeu, c'est un domaine... Enfin, quand on dit je veux travailler dans le jeu, il doit y avoir quelques a priori, non? Quand vous dites ça à vos parents, par exemple, ou plus tard à des investisseurs, ça doit être... Alors ouais, les investisseurs, c'est vraiment très compliqué. Je vais pas vous mentir. Quand on arrive, on va dire, ouais, je veux investir dans le jeu de société. Pardon. Pour eux, ils ont King Jouet, Cora et compagnie, alors qu'on est dans du jeu de société moderne. On a fini les Monopoly. C'est assez compliqué. Du coup, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon parcours de joueur de Magic, qui fait que j'étais dans le top 100 français régulièrement. Là, cette année, je vais essayer d'y revenir. Et du coup, en fait, les banquiers, ils ont compris que j'avais un vrai poids et ça nous a bien avancé pour y arriver, quoi. Sinon, sans ce parcours, je pense que je serais encore en train de chercher les investisseurs, quoi. D'accord, donc en fait, c'est votre parcours de joueur qui vous a donné les arguments pour convaincre les investisseurs, en fait? Ouais, c'est ça. Et après, quelques stats qui prouvent que le monde du jeu est en... Ouais, il arrête plus de grimper, on va pas se mentir. Justement, c'est un marché porteur actuellement, le jeu de plateau. Sur les 3 dernières années, il a une évolution de 20%. D'accord, donc c'est vraiment un marché qui est en explosion, parce qu'une industrie qui peut se porter à 20% de progrès, il n'y a pas... Il n'y a pas à cette heure-ci, c'est la seule. On est bien d'accord. Voilà. Quelle est la moyenne d'âge des clients de votre boutique à peu près, vous le savez ou pas? Oui.
On peut vous la donner, hein. On a fait un calcul approximativement, on est entre 25-30. D'accord, donc en fait, c'est les joueurs de Magic. Pour Ouais. moi, les joueurs de Magic que je connais, bon, j'y ai un peu touché parce que c'est un peu mon domaine aussi, vu que l'émission c'est Geekosphère. Mais la plupart des joueurs de Magic ont entre 20 et 30 ans environ. Alors, dans le classique commun, oui. Dans le haut niveau, vous allez vous apercevoir que ça monte bien plus haut, quoi. On est plus dans 30-40. Ah bon? Ouais. Ah, je ne savais pas. Ouais, ça fait référence au moment de sortie du jeu Magic. Bah, finalement. effectivement, Ouais. moi par exemple, le moment où j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de cartes, c'est le moment où Yu-Gi-Oh était en explosion. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux jeux de cartes qui sortent et ça va créer des nouvelles générations. Mais Magic reste quand même, je pense, le maître de tous les jeux de cartes. Alors, je vous dirais même que Magic, c'est mieux que ça. S'il a mis un gros point en avant de tous les jeux de cartes, aussi bien Yu-Gi-Oh que les autres, en devenant le jeu de cartes le plus joué au monde. Ah ça, je ne savais pas que c'était le plus joué. Ouais. Je pensais que c'était Pokémon, moi. Mais Et non, le plus joué au monde, c'est devenu Magic. C'est même plus joué que le poker, en fait. Ah oui, Ah oui, oui, carrément. effectivement, je l'ignorais. Donc voilà. Alors j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur un argument qui est souvent qui oppose souvent le jeu vidéo au jeu de société, qui dit que le jeu vidéo isole alors que le jeu en réel permet de réunir. Vous êtes d'accord avec ça ou vous pensez qu'il ne faut pas opposer les deux? Alors, pas qu'il isole, en fait. Le seul problème du jeu vidéo, c'est que c'est devenu, en fait, il était mal adapté. Quand Mhm. je dis mal adapté, c'est beaucoup pour les générations françaises. En Amérique, c'est un peu mieux adapté. C'est que dans ce jeu vidéo, ce qui se passe, c'est qu'en France, on a souvent les parents qui disent « Enfant, va jouer », l'enfant s'enferme et joue. Oui. Alors qu'en Amérique, les parents jouent beaucoup plus avec les enfants. En France, on va pas se mentir, à part FIFA, en jeu copé, il n'y a rien qui existe. Hein, les enfants jouent à FIFA, ils font que du 1 contre 1. Vous allez en Amérique, tous les jeux de basket, de football américain, tout ça, sont des jeux qui se jouent à plusieurs et du coup, il y a une vraie union qui est créée. C'est juste qu'en France, on a encore du retard dans le développement du jeu vidéo et du coup, ouais, Mais- c'est ce qui fait qu'on dit que ça isole en fait. D'accord. Même si avec le développement de la Wii, on a quand même eu des consoles qui essayaient de Oui, rapprocher plus un petit peu les familles. Plus familial, oui, Ouais. mais ça reste. Enfin, il y a toujours ce cliché du jeu vidéo. Enfin, vous parliez tout à l'heure du Monopoly. C'est justement le jeu auquel on joue avec la famille, Oui. parce qu'avec la famille, on va pas jouer à un jeu de rôle genre l'appel de Cthulhu. Je me vois pas y jouer avec ma mère, par exemple. Bah, du coup, je pourrais vous faire jouer à d'autres jeux de société avec votre maman, quoi. Ah bah Voilà. n'hésitez pas. Justement, je vous demanderai quelques noms de jeux de société que vous pouvez nous conseiller à la fin de l'interview, justement pour orienter nos auditeurs. Alors votre boutique, comme pratiquement toutes les boutiques de jeux, organise des tournois Magic, Yu-Gi-Oh. Je me suis posé la question de comment ça s'organisait justement avec la marque qui produit les cartes. C'est un partenariat? Est-ce qu'il faut payer une licence ou quelque chose pour organiser ça? Alors, pour Konami, c'est un partenariat, on n'a pas payé de licence. Pour Wizard, c'est pareil, c'est des partenariats. Par contre, on a des chartes à respecter qui sont assez lourdes. Ouais, vous pouvez nous donner un exemple de contenu de la charte? Ouais, je peux vous donner un exemple. Par exemple, sur Wizard, on a un nombre de tournois à définir. Sinon, on va plus être... par exemple, je crois qu'il faut faire minimum 3 à 4 tournois par mois. D'accord. Par mois. Ouais. Bah, c'est ça énorme. en fait un par Ça en semaine. fait en un fait. par semaine. tous les Après, week-ends. bon, c'est pas grand-chose. Hein, c'est des petits tournois organisés. La quantité de joueurs n'est pas excessive. Ils ne nous demandent pas spécialement 8 joueurs, mais ils demandent au moins qu'on fasse de l'activité. Après, on a la charte du respect du client, compagnie qu'on doit Évidemment. suivre et compagnie. Konami, on ne l'a pas chez Konami, mais on l'a automatiquement chez Wizard. Oui, enfin Konami, ils ont déjà du mal à respecter leurs propres clients. Ils vont pas vous demander de le faire à leur place. Voilà, bah, après, voilà, c'est Je suis un peu méchant, mais j'ai encore l'annulation de Silent Hill en travers de la gorge. d'accord. La Lisbonne est sortie, si vous voulez savoir, la semaine dernière, la nouvelle. Ah, mais je continue d'acheter leurs cartes Yu-Gi-Oh, donc je vais pas trop faut en une- dire du mal. Bah, venez faire le tournoi, on en fait un le dimanche 10. C'est prévu, mais j'ai pas encore rattrapé mon niveau parce que je m'y suis remis que depuis quelques mois et j'ai pas encore le niveau pour le compétitif. Je suis en train de reconstruire un deck, donc D'ailleurs, moi, ça me vient une question. C'est pour les tournois auxquels il faut avoir un niveau spécifique ou n'importe qui voudrait toucher à peu près au jeu, vous pourrez y accéder? Alors moi, la politique de ma boutique, c'est très simple. Hein. Donc en tant que gros joueur sur un jeu, je ne veux surtout pas cette politique où les gros joueurs s'isolent. On parle encore d'isolement. Ils sont obligés d'aider les nouveaux joueurs automatiquement. Donc tu peux venir même si ton deck n'est pas au top, t'inquiète. d'accord. Voilà. En fait, ça va être le but, c'est de vous aider ou quoi qu'il se passe, de jamais laisser les gens tout seuls. Oui, c'est Voilà, ça, c'est de vous soutenir. d'ouvrir le jeu, puisque plus il y a de joueurs, plus le jeu est intéressant finalement. Ouais, c'est ça en fait. Le but, c'est de faire découvrir. Moi, Magic, je passe du temps avec mes petits joueurs, mes jeunes de la boutique. Je vais jouer avec eux, je vais les entraîner. Ouais, parce qu'il faut, quoi. Et ça sera pareil pour Yu-Gi-Oh! Moi, je vous aiderai au niveau compétitif à aborder les compétitions. Jouer, non, parce que
connais toujours pas bien les règles de Yu-Gi-Oh. C'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de Magic en plus, en fait. Donc, Bon, bah, voilà. oui. Non, mais on a une équipe qui est de jeunes qui encadre bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Tu peux venir, tu vas voir, ils sont sympas. Ah bah, j'y ai été. C'est vrai que vous avez, dans votre boutique, vous avez des jeunes qui sont éminemment sympathiques. Ça, je voulais d'ailleurs vous féliciter parce que c'est pas le cas dans toutes les boutiques de jeux et je pense notamment à celles qui sont à Nancy. Donc, vraiment, pour ça, vous avez bien choisi vos employés. Ah, merci. Comment vous organisez les tournois, enfin les horaires, tout ça? Il y a des horaires spécifiques, j'imagine, pour chaque tournoi. Comment vous avez choisi de placer les horaires? Parce que j'imagine que c'est en fonction des horaires scolaires, non? Alors, les tournois de Magic, je suis obligé d'en faire un les vendredis soirs. Ça, c'est normal. Ça s'appelle le Friday Night, les petites conventions qu'on nous demande. D'où je le fais tous les vendredis soirs. Après, j'essaye de placer, suivant aussi les plannings, parce qu'on fait des anniversaires à la boutique. Donc, du coup, c'est compliqué de gérer de tout jongler. Les Yu-Gi-Oh, j'ai décidé que les tournois étaient les dimanches matins. Parce que du coup, je considère que la communauté est plus jeune et c'est plus facile à se libérer. Et Magic, bon, ça dépend. On se concerte avec les joueurs, comme pour Yu-Gi-Oh! En soi, à chaque tournoi, à la fin, on fait un débriefing. Je dis les choses qui ont été, les choses qui n'ont pas été. On règle tout et on donne les dates et on choisit les dates tous ensemble, en fait. Et du coup, ça facilite, quoi. D'accord. Comment ça se passe? Vas-y. Oui, oui. Et j'entends depuis tout à l'heure, on parle de tournois Magic et Yu-Gi-Oh! Il y a d'autres, par exemple Pokémon, d'autres, je sais pas. Alors d'autres Pokémon, non, parce qu'on n'a pas de communauté Pokémon qui s'est créée chez nous. On a de quoi les faire jouer. J'ai l'impression que c'est plus un jeu à collectionner qu'un jeu à jouer. De plus en plus. Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais si une de mes associées, qui est Florence, t'entend dire ça, va te faire les gros yeux. Hein. Fais attention. Bon, d'accord. Je te le dis. Voilà. Ok. Non, on fait d'autres tournois. On a fait un tournoi de Clank déjà, D'accord. où on a eu 16 personnes, donc c'était une très belle réussite. On a même refusé des joueurs parce qu'on ne pouvait pas en accepter de plus de 16. On a fait un tournoi de King Domino qui, lui, n'a pas pris. Ce qui est dommage, parce que c'est un très bon jeu et qu'en plus, qui est édité dans la région. Donc oui, on fait des tournois. Si demain, tu as un jeu de société que tu aimes vraiment bien et qu'il y a possibilité d'organiser un tournoi dessus, On propose. tu nous proposes, on cale une date, on fait la publicité sur Internet et puis c'est parti. Ok. Voilà. Comment ça se passe du côté du joueur pour la participation? Il faut payer? Comment ça se passe? Alors on demande en moyenne, hein, à part les Friday Night qui sont autre chose, partir d'un tournoi classique où on vient chacun avec son deck ou avec les jeux qui sont prêtés. Je demande 5 € par personne. Sur les 5 €, on rétribue 1 € à la boutique pour l'organisation. Et tout le reste, je le remets en dotation lot. Quoi qu'il se passe, les gens repartent toujours. J'ai une politique, c'est aucun joueur repart avec aucun lot. Ah Quoi oui, qu'il se donc, passe, il a une petite carte gratuite, il a quelque chose qui existe, mais il a toujours au moins quelque chose, quoi. D'accord. Moi, je me suis rendu compte que dans ces boutiques de jeux, dont la vôtre, on trouve souvent des jeux très, très rares, enfin, qu'on trouve vraiment pas ailleurs. C'est la grande qualité d'ailleurs de ces boutiques. Comment vous faites pour mettre la main sur des jeux qu'on voit vraiment, mais pas ailleurs, quoi? Alors, bon, malheureusement, ça va commencer à se voir ailleurs, hein, on va pas se mentir. Ça y est, on a les concurrents comme Cultura, Fnac et compagnie qui se mettent dedans. Bon, l'avantage qu'on a sur eux, c'est que nous, les jeux, on les teste. Oui, vous avez l'expertise. Voilà, et du coup, eux, ils vont prendre les têtes d'affiche, mais les autres, ils les auront pas. Après, je vais faire des festivals, je vais voir des éditeurs. Là, on va peut-être réussir à faire venir ce qu'on appellerait le Messi dans le football du jeu à la boutique. Donc, Bruno Catala. On va essayer de le faire venir un après-midi à la boutique. Sinon, là, par exemple, on part à Cannes fin du mois. Donc, Florence, moi, Amandine et Fille, qui sont mes 2 animateurs, Flo qui est mon associé, pour justement Festival de Cannes, découvrir des nouveautés et compagnie, puis que je prenne mes décisions sur quel sujet on part et compagnie. Et après, c'est des heures de recherche, quoi. Des heures et des heures de recherche sur Internet et de vidéos, quoi. Selon vos envies, il y en a peut-être qui sont plus jeux de plateau, d'autres jeux de cartes. C'est chacun son domaine d'expertise, quoi. Non, en fait, c'est moi qui prends les décisions. D'accord. Ça, on évite les risques. Bah oui, et puis vous avez l'expertise des années, je pense que... Ouais, j'ai l'expertise. Après, j'écoute quand même mon équipe, hein, on va pas se mentir. L'équipe est là, elle me conseille. Mais ouais, je prends les décisions tout seul. Pas comme ça, s'il y a un risque, c'est facile de dire ouais, mais tu m'as mal conseillé. Ça, c'est... Et du coup, c'est la même politique que dans le jeu. On travaille tous ensemble, mais je prends la décision. Comme ça, s'il y a une faute, c'est moi. C'est jamais mon équipe et je l'assumerai tout seul. On parlait tout à l'heure de Magic. J'aimerais savoir s'il y a un jeu qui vous a particulièrement marqué dans votre vie. Magic, évidemment, visiblement, puisque vous avez été joueur pratiquement pro. Mais, En jeu de société ou en jeu de rôle? C'est pas la même chose. Les deux, tiens. Ok. Alors, en jeu de société, j'aurais dit Warhammer et Hearthstone sont les 2 jeux qui m'ont le plus marqué, sans aucun souci. En jeu de société, j'ai pas vraiment de jeux qui m'ont marqué plus que ça. Il y a des jeux que je trouvais extraordinaires, que je pourrais jouer des dizaines de fois. Mais des jeux qui m'ont marqué autant que le jeu de rôle. Non. Ouais. Justement, parlons du jeu de rôle.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans le jeu de rôle pour que justement un des jeux qui vous a marqué ce soit un jeu de rôle? Qu'est-ce qui me touche c'est... Est-ce que c'est l'investissement du joueur dans la partie Ouais, en fait, c'est ce que j'aime, en fait, c'est prouver aux gens qu'en fait, il faut arrêter de sous-estimer. On est créatif, on est capable de faire tout comme tout le monde. Et le jeu de rôle, en fait, ça me permet de pouvoir, parce que je fais plus de la maîtrise de jeu de rôle que de jouer maintenant, c'est pouvoir permettre aux joueurs de leur dire, t'as vu, regarde, t'as réussi à trouver des solutions dans une situation. Pourquoi? Parce que t'as un nouveau personnage? Non. C'est juste parce que tu t'es lâché, tu as pris confiance. En fait, c'est ça que j'aime, c'est que ça permet aux gens d'avoir confiance en eux. Ouais, ça permet. C'est un peu il y a un côté développement personnel, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment plus du développement personnel. Les gens, on leur montre qu'ils ont confiance. C'est vraiment ce que j'aime. La relation entre les gens est renforcée même au-delà du jeu finalement. Après, les gens se connaissent mieux et s'entendent mieux. Bah après, il y a un groupe. Ah, au fait, t'as vu, ce week-end prochain, on a rendez-vous là, on va jouer les persos là, ils vont se créer une discussion qui va relancer encore un. Ça crée une communauté. Et Voilà. après, on va boire une bière et tout le monde s'entend bien. C'est ça. Créateur de liens sociaux, comme dirait le président de notre radio. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer votre propre jeu de société? Alors ou moi, jeu de rôle, justement? Moi, non, pour plusieurs raisons. Je suis trop pointueux sur les règles. Du coup, elles sont trop dures. Du coup, mais on a Florence dans la boutique qui est en train d'essayer d'en créer un. Ah, d'accord. Bah, on la recevra peut-être, du coup, ce sera Ouais, l'occasion, c'est bien. si jamais... Bah écoutez, si tu veux voir Florence, c'est très facile, hein, vu que t'es de là-bas. Hein. C'est les soirs après 17h30, ou les week-ends, c'est toujours elle qui est à la boutique. Donc du coup, tu verras Florence à la boutique et tu pourras en parler avec elle. Elle est en train d'essayer d'en créer un. D'accord. Bah, ce serait intéressant justement de la recevoir pour le développement d'un jeu de rôle, puisque on va recevoir des gens pour des créations de jeux vidéo. Donc comme ça, on aura toutes les dimensions d'un jeu. Bah, t'as des questions en fait? Moi, je les pose au fur et à mesure. Donc... D'accord. Est-ce que vous... je pensais à l'éducation. Est-ce que vous pensez qu'il faut une éducation au jeu, comme on a une éducation à la littérature ou à ces choses-là? Alors maintenant, oui, je le conseille fortement. Je commence à travailler avec les écoles. Les écoles commencent à prendre le pli, pas tout encore malheureusement. Il y a encore les directeurs qui disent non, c'est pas bien. Mais on commence de plus en plus parce qu'on a beaucoup de jeux qui sont faits pour l'école maintenant. En fait, on peut apprendre les maths avec les jeux maintenant. On peut apprendre le coopératif. Coopératif, ça leur permet de vivre en communauté. Ça s'est un peu perdu de nos jours malheureusement, la vie en communauté. On a pas mal de jeux comme ça où on va pouvoir les éduquer. Je pense que c'est à incorporer en fait, parce que ça leur prend aussi que dans la vie, tout n'est pas facile, on ne fait pas que gagner. Donc ouais, moi je suis le premier à dire aux parents, ne laissez pas vos enfants gagner. Oui, mais il va être triste. Ouais, mais dans la vie, il n'aura pas tout qui sera là, donc il faut l'habituer, quoi. Ouais. Je pensais à éducation là c'est plutôt une éducation par le jeu. Moi je pensais à une éducation au jeu, apprendre à apprécier les bons jeux. Je voulais dire apprendre à apprécier les bons jeux. Ouais. À détecter les bons jeux. Une éducation au bon goût en matière de jeu, c'est-à-dire plutôt de ce point de vue-là. Alors, c'est compliqué en fait ça, parce que du coup... Je sais, c'est pour ça que je la pose comme question. Il y a énormément de jeux. Moi, en parlant avec toi, en voyant un peu ce que tu m'expliques depuis tout à l'heure, si je dois te classifier sur des jeux, je te mettrais sur tout ce qui est deck building. Oui, je pense aussi. D'accord. Je pense que tu aimerais bien le deck building. Oui. Après, ça va être le parent qui va souvent amener l'enfant vers un jeu qu'il connaît. Et du coup, c'est plus à nous, la boutique, à faire le travail en fait. C'est pour ça qu'on a cette salle de jeu. Où je demande aux gens, où je dis aux gens, ils peuvent venir jouer. Quand on a une toute petite consommation, certes, mais je leur donne pas de délai de temps exprès pour qu'ils découvrent plein de jeux. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand ils découvrent des jeux, moi, dans la salle, je me balade. Et du coup, je détecte le système de jeu qui leur convient le mieux. Et après, je pourrais les conseiller vraiment, leur dire, moi, je serais vous, je partirais plutôt sur ça. D'accord. Bah, c'est vraiment là, pour le coup, le métier d'animateur d'une boutique de jeux. C'est vraiment savoir repérer les points forts qui plaisent aux gens, en fait. Ouais, d'accord. Thomas? Là, non, c'était surtout sur ce côté-là, hein, de dire en même temps qu'être un vendeur, on est un conseiller en même temps, on fait les deux, quoi. C'était ça qui m'intéressait surtout. C'est le but principal de la boutique. Nous, en tout cas, c'est la politique que j'impose à la boutique, aussi bien à Camille, l'employé, qu'à Flo, l'associé, qu'à mes deux animateurs. C'est conseil, 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 conseil. Si vous ne savez pas quelque chose, n'ayez pas honte de le dire. On ne connaît pas le jeu. De toute façon, des jeux, il y en a 1500 par an qui sortent, donc c'est compliqué de les connaître. Hein. On ne connaît pas. Par contre, il y a des bons sites vidéo qui existent et qui font la retransmission des jeux, qui expliquent les jeux. N'ayez pas peur d'aller les voir. Faites-vous de votre avis. Voilà. On est là vraiment pour conseiller un maximum. Sinon, c'est trop compliqué, quoi. Alors, juste la dernière question que j'ai, c'est une question peut-être que tu l'avais écrite après, je sais pas, mais est-ce que vous avez une idée globale du nombre de jeux différents que vous pouvez proposer dans votre boutique à peu près Alors, à la vente ou en démo? Ah, les deux, si vous avez les deux chiffres. À la vente, je pense qu'on n'est pas loin des 350 références, d'accord, sans compter les jeux de cartes. Et en jeu, en test, on doit en avoir pratiquement 200.
Entre 200 et 250 maintenant. D'accord. Beau panel, quoi. Oui, effectivement. Moi, je me demandais, ça a été difficile pour vous de passer du statut de joueur à celui de... pas de plutôt celui de conseiller que celui de vendeur, parce que vendeur, il suffit de connaître le produit, mais conseiller un autre joueur, est-ce que ça a été difficile pour vous de passer de ce statut de joueur à celui de conseiller pour d'autres? Non, parce qu'en fait, depuis que je suis tout jeune, j'aime aider les gens. En fait, c'est ma passion, c'est d'aider les gens. Donc, et du coup, ouais, non, j'adore. J'adore pouvoir conseiller. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un petit jeune de la boutique qui me dise François, j'ai envie de jouer à Magic et qui prenne ma place, en fait. J'adorerais, hein, c'est vraiment mon but. Voilà. Donc, ouais, non, ça me fait plaisir. Et non, ça n'a pas été la plus dure. La plus dure de transition, je pense que c'est. On va pas se mentir, c'est quand Florence m'a fait les gros yeux au début parce que je ne laissais jamais gagner les gens à la boutique. Ah. Et elle m'a fait non, arrête, faut les laisser gagner de temps en temps. Ça a été vraiment le plus dur parce que je savais pas, je connaissais pas cette optique pour moi encore. Ça a été dur. Ah bah oui, si vous avez été en compétitif, effectivement, laisser gagner l'autre, ça doit être difficile. C'est pas dans les gènes du coup. Ouais. Je peux comprendre. Une autre question, c'était vos tournois. Donc on en a parlé tout à l'heure. C'est en moyenne combien de joueurs par tournoi? Alors je vais vous donner un exemple. Magic, les plus gros tournois de Magic qu'on a fait, c'est le week-end. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours sur un week-end, on a fait 4 tournois. On a passé 80 joueurs. D'accord. Donc ça fait 20 joueurs. De toute façon, je pensais pas. Alors j'imagine que ça doit être dans son agglomération, mais je pensais pas qu'il y avait autant de joueurs. Si, en fait, c'est que. Pourtant, j'y vis, hein, mais. Si, Yu-Gi-Oh! En moyenne, notre plus gros tournoi, c'est 16 joueurs pour l'instant, mais ça commence à se lancer. Donc, si, il y a énormément de joueurs et j'ai plein de gens qui achètent qui ne jouent pas pour du compétitif, en fait. Donc. Comme moi. Et du coup, encore, en tout cas. Il y a énormément de joueurs, en fait. Oui, enfin, après, je ne vais pas vous mentir, à la boutique, que ce soit à Magic ou à Yu-Gi-Oh! Le niveau compétitif. Oui. Moi, je leur déconseille à chaque fois. Hein. Là, il y a un gros tournoi à Strasbourg de Magic. Un tournoi, ça s'appelle la Magic Fest, un tournoi international à Strasbourg. J'ai des joueurs qui vont y venir, je leur ai demandé de ne pas s'inscrire sur le main event. Ouais, mais je veux. Moi, je te le dis de ne pas le faire. Parce que tu vas juste mettre 80 € et perdre 80 €. Ah, c'est cher que ça pour pour le Magic Fest à Magic, c'est un gros tournoi, c'est un tournoi international. Il y a 10 000 € à gagner. On est dans un autre monde. Et puis en plus, pour avoir par contre visité des tournois organisés par notamment j'imagine que l'organisateur n'était pas Konami, mais des gros tournois sponsorisés par Konami. Oui, sponsorisés par Konami, c'est pas du tout la même ambiance qu'il y a dans une boutique. Il y a vraiment ce côté intimiste dans la boutique qu'il n'y a pas dans le gros tournoi. Je pense que d'ailleurs c'est une des forces des boutiques de jeux, c'est ce côté très communauté en fait. Alors Konami, j'ai pas fait les gros tournois. Par contre Magic, franchement, si tu as l'occasion de venir à Strasbourg le week-end du 14, tu vas t'apercevoir que la communauté, elle existe vraiment dans les gros tournois. Il y a vraiment les joueurs qui sont dans les très hautes tables. Mais bon, non, mais je veux dire, c'est toujours sympa, mais je veux dire, il y a moins ce côté entre potes, je trouve, à cause du côté compétitif aussi. Il faut que tu viennes un jour avec moi sur un gros tournoi de Magic. Pas de problème. Et tu verras que tout le monde va te parler, en fait. Les gens, tu les rencontres, ils vont te parler. Il y a les très gros joueurs, les pros et compagnie, mais c'est un autre monde, tu vois. Mais tous les autres classiques, ils vont te parler sans aucun souci. C'était moins un problème de parler que pendant la partie, en fait, où les gens sont très, très sérieux, très concentrés. Non, justement, à Magic, quand tu es dans le niveau bas, ça rigole et tout. Après, dès que tu montes très haut, ça joue, quoi. C'est normal. D'accord. Justement, sur ces pour les classements, ça se passe comment, en fait? Vos tournois, ils sont pris en compte dans le classement des joueurs? Chaque tournoi qu'on fait à la boutique vont être pris en compte. Voilà. D'accord, donc c'est pris en compte dans le classement des joueurs. Donc, soit économique, soit Wizard automatiquement. Ça fait partie de la charte qu'ils vont... Ouais, en fait, si moi je décide de ne pas vous l'envoyer, je ne vous l'enverrai pas, mais je respecte mes joueurs, je leur envoie automatiquement les tournois. D'accord. Okay. Comme ça leur fait des points et je montre qu'ils jouent et qu'ils ont envie d'essayer de progresser. D'accord, ok. Thomas? Bon. Non, c'est bon. Moi, c'est bon. Bon, je pense qu'on a toutes nos questions. Alors, je vais juste rappeler votre boutique. Donc, c'est Horizon Ludique à Toul. C'est 2 rue du Docteur je ne sais plus quoi. Alors, c'est 5 rue Docteur Chapuis. Ah oui, c'est ça. 5 rue Docteur Chapuis à Toul. Moi, je vous conseille d'y aller. C'est une très bonne ambiance. Les animateurs, les employés, tout le monde est très sympa en plus. Et puis, visiblement, ils sont de bons conseils. Moi, je savais ce que je venais chercher, donc je n'ai pas trop eu à demander. Mais donc voilà. Je vous remercie, Albert François, pour votre interview. On va vous libérer parce que vous êtes attendu.
Et puis on va se passer une petite pause musicale. J'ai décidé de passer la musique de Civilisation, le jeu vidéo, qui est aussi un jeu de société à l'origine, mais qui aujourd'hui n'est plus connu du tout. Et donc on écoute tout de suite Baba Yetu. Et c'était donc la bande-son de Civilisation 4. Et qui est également le Notre Père en Swahili. Je pense que sur RCN, vous n'avez pas du tout dû souvent entendre le Notre Père. Pour une radio laïque, ça fait mauvais genre quand même. Mais bon. Petite précision quand même sur le jeu, alors qui était un jeu vidéo Civilisation, qui avant était un jeu de société. Ils ont ressorti une nouvelle version il y a quelques mois, d'après notre invité qui était là il y a encore quelques minutes. Donc voilà, si vous voulez retrouver Civilisation en version papier, enfin jeu de plateau, il est maintenant disponible. On va continuer à parler de jeux de société avec toi, Thomas. Avec ma petite chronique. Bah oui, nous t'écoutons. De quoi tu vas nous parler alors ? Je vais parler des jeux de société qui passent à l'épreuve du numérique. Alors c'est un bien grand mot, j'ai pris un thème très large. On pourrait en faire une thèse de ça. C'est vraiment, il y a même des bouquins qui sont sortis dans des éditions universitaires. Là pour le coup, oui, avec la naissance du numérique et la multiplication des écrans, on peut se dire c'est de plus en plus rare de se réunir devant un bon vieux jeu de plateau. Alors c'est une réflexion un petit peu débile, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a rien qui fait que parce qu'il y a les jeux vidéo, on se réunit moins. Mais en tout cas, soyons clairs, cette différenciation entre la vie réelle et la vie virtuelle existe dans un certain sens, mais n'affecte ni l'une ni l'autre.
Ici, les jeux de société ne sont pas morts, comme on l'a vu précédemment. Par contre, on a vu émerger des jeux plutôt différents via cette nouveauté technologique. Les jeux de société ne sont pas voués à la poussière et savent aussi se réinventer. Alors effectivement, les bons vieux jeux de dés et de cartes, ça aura toujours la cote. Je pense que tu vas pas me contredire. Mais là, on va parler d'une catégorie plus particulière, ceux qui incluent de la technologie au sein même des jeux. Alors technologie au sens très large du terme, on va y venir tout de suite d'ailleurs, puisqu'on va parler un peu des prémices. Déjà, il y a pas mal de temps, on a vu émerger des jeux de société qui fonctionnaient avec des objets à pile. Voilà, ça c'était un petit peu une nouveauté. Le Simon, ces trucs-là. Ouais, tous plus étranges les uns que les autres. Je vais en parler d'un qui m'a justement... il s'appelait le tournement. Alors j'ai retrouvé le nom en cherchant sur internet. C'était une espèce de main verte coupée un peu dégueu qui bougeait toute seule et qui au bout d'un moment pointait du doigt un joueur. Alors je sais pas si ça dit quelque chose, mais moi personnellement ça m'a traumatisé quand j'étais gosse parce que voir une main qui bouge toute seule sur la table, c'était pas très très sympa. Moi j'ai souvenir d'un jeu pour gosses qui en fait est très glauque, ça s'appelait Pic Pirate, fallait enfoncer ça marchait à pile il me semble aussi, fallait enfoncer des espèces d'épées en plastique dans un tonneau dans lequel se trouvait un pirate. Oui. C'est pour enfants et c'est extrêmement glauque. Je Oui, sais pas qui a eu l'idée de il y a faire des ça. jeux pour enfants qui sont incroyables, genre Burky Sneaky où il faut mettre sa main dans la bouche d'un serpent et trouver dans des trucs gluants. Enfin bref, les créatifs des jeux de société sont incroyables. Et il y a aussi d'autres jeux de société que j'avais envie d'évoquer avec des piles, comme le fameux détecteur de mensonges auquel j'ai jamais compris l'intérêt, puisque finalement c'est juste un truc où tu mets ton pouce et une fois sur deux ça te dit que t'as faux. Ça peut amuser les gens peut-être 5 minutes, mais de là à l'acheter peut-être 20 balles à l'époque, j'ai pas trop compris. Oui, bah c'est comme Action ou Vérité en application portable. Hein. Oui, Ça, voilà, t'as menti, t'es amoureux. Bon, voilà, ça s'arrête à ça. Bref, on va continuer sur ça. Par contre, on va parler plus précisément des jeux qui incluent vraiment des vraies nouveautés technologiques pour ajouter du dynamisme au jeu. Très simplement, par exemple, on peut commencer avec des jeux qui incluent des jeux de rôle notamment, qui incluent souvent des musiques à télécharger pour se mettre un petit peu plus dans l'ambiance des jeux. Je pense par exemple à un jeu qui est pas un jeu de rôle, mais qui s'appelle Mysterium, auquel j'ai joué il y a pas longtemps. C'est un jeu qui est surtout basé sur la réflexion, mais ça peut être accompagné d'une musique qu'on peut télécharger via un code très chiant à rentrer sur le téléphone d'ailleurs, ça fait une musique un petit peu pesante, un petit peu lourde, et ça permet encore mieux de se plonger dans l'univers du manoir. Donc là, pour le coup, le jeu est pas totalement modifié par la technologie, mais ça va apporter une expérience en plus aux joueurs. Dans le même style, tu as certains jeux qui fournissent des extensions en ligne du jeu même. Bah là, comme par exemple, tu m'arrêtes si je me trompe parce que je n'y ai jamais joué. Dans la plupart des boosters Pokémon, il y a une carte qui permet d'ouvrir d'autres boosters en ligne. Oui, des boosters numériques pour le jeu en ligne qui s'appelle, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est Pokémon Trading Card. Ouais, c'est ça. Donc, en online. gros, en plus d'avoir le jeu de cartes en physique, tu peux y jouer en ligne, quoi. Oui. Et ensuite, on a carrément des jeux qui mettent l'expérience numérique au centre du jeu. Alors, moi, je parle uniquement de ce que je connais. Tout de suite, j'ai pensé au jeu auquel je jouais qui s'appelle l'extension de l'application Shazam. Ils ont sorti un jeu de plateau où en gros, plateau, c'est surtout un jeu de cartes où en gros, sur une question sur 4, il faut flasher un espèce de flash code pour lancer une musique qui sera ensuite à deviner par les joueurs. Donc là, c'est-à-dire que si on n'a même pas d'application au téléphone, on peut quasiment pas jouer au jeu. Donc là, clairement, l'expérience numérique est au centre du truc. Et j'avais aussi envie de parler de jeux de société qui se jouent avec une console. Donc là, on est un petit peu à la frontière entre le jeu vidéo et le jeu de société. Le premier auquel j'avais envie de parler, c'était Nintendo Labo. Je pense que tu en as entendu parler. Oui. Ça n'a pas fait un super départ d'ailleurs. C'est où le plaisir, ça réside autant dans le jeu même que le fait de construire ces petites espèces de petits J'aurais tendance à trucs en plus carton. orienter du côté Lego, mais Oui, c'est le même principe. Oui, c'est un peu un jeu de construction en même temps. Et on peut également parler d'un jeu qui s'appelle Qui es-tu, qui est disponible sur PS4 et qui se joue avec les smartphones via une application à télécharger. Donc là, c'est l'expérience joueur, ça se base aussi sur la vraie vie et que sur les écrans. En fait, on va jouer avec les personnes qui sont avec nous, on va se passer les téléphones. Donc l'écran est un objet de jeu. Après, voilà, c'est ce que je disais, c'est assez difficile de dire si c'est un jeu vidéo, un jeu de société. Voilà, on est un petit peu à la frontière. Enfin, j'avais envie quand même de parler, parce que je peux pas passer à côté sur ça, des jeux de société qui s'adaptent en jeux vidéo. Donc on peut parler, on a des 72 milliards de versions de Monopoly en ligne qui existent. Voilà, je pense qu'on peut en trouver. il y a 72 millions de versions en ligne, il y a 72 millions de versions papier. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Et mais du coup, et je peux quand même plus précisément évoquer des sites qui regroupent des nombreux jeux de plateau, comme par exemple le Tabletop, je pense que ça peut dire quelque chose à certains, où on peut trouver des jeux classiques comme le Jenga, le Uno, les puissances 4 et bien d'autres. Et voilà, donc tous les jeux classiques que vous connaissez peuvent être trouvables en jeu en ligne, hein. Même le Loup-Garou, on en parlait un petit peu avant l'émission, je sais, avec un autre collègue de RCN. C'est vrai que c'est un jeu qu'on connaît bien parce que c'est un jeu entre amis qui se joue un petit peu dans le noir ou dans une ambiance. Et ben ça existe en ligne, vous pouvez le trouver. Trop c'est simplement. un proto-jeu de rôle en fait. Oui, voilà, c'est ça.
C'est très simple, ça se joue à partir je dirais à 8 ans, on peut commencer à jouer à ça. En bref, ce qu'on peut dire, c'est que les jeux de société, ça passe très bien l'épreuve du temps, ça personne ne dira le contraire. On l'a vu, en plus, comme il l'a dit, c'est 20%, c'est une société, c'est un marché qui évolue. Donc c'est pas une surprise, mais on peut également dire que les nouvelles technologies, ça permet d'imaginer des modes de jeu encore plus intéressants ou d'augmenter l'expérience du ou des joueurs. Voilà, donc c'est bon pour ça. Et je voulais quand même rajouter quelque chose pour finir, c'est qu'en faisant cette chronique, je me suis rendu compte que dans ma tête, je faisais souvent la distinction entre jeux vidéo et jeux de société, ce qui est assez dommage finalement. Alors que finalement, la nuance est assez faible. Les jeux vidéo, ça peut bien souvent être également qualifié de jeux de société quand on y pense. Enfin voilà, je vais te donner trois arguments. Ça permet déjà de s'amuser, c'est déjà quand même la base. Ça permet de se détendre et puis surtout, ça permet de passer des bons moments entre amis. Voilà. Et tu placerais... Sur l'échelle de la virtualité, tu places Mario Party où? Pour moi, c'est presque un jeu de société parce qu'en fait, finalement, tu peux pas y jouer tout seul. Enfin, ou alors, c'est vraiment très, très ennuyeux. Oui, c'est très ennuyeux. Et puis, mais d'ailleurs, il y a des jeux de société qui se jouent tout seul aussi. C'est pour ça que la nuance est très, 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 très particulière. Mario Party, pour moi, c'est totalement un jeu de société virtuelle, pour le coup. En fait, en jouant, parce que j'ai acheté le dernier, je me suis demandé, mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'avoir fait un jeu qui n'est que numérique, en fait, parce qu'il y aurait le plateau, enfin, ça changerait pas grand-chose, en fait. Ce serait génial d'avoir un grand plateau, et justement, quand tu tombes sur la case, après, tu vas sur la console et tu joues au jeu. Oui. Ça pourrait être une vraie innovation, ça, pour le coup. Pour le coup, Nintendo France, si vous nous entendez... c'est vrai que Mario Party, en plus, a tendance dans le gameplay, elle peut se renouveler, quoi. C'est une suite de mini-jeux. Là, ça ferait quelque chose d'encore plus intéressant. Oui, uniquement les manettes pour les mini-jeux, effectivement. Parce que pour le plateau, effectivement, et puis en plus, il y a un côté quand même qu'on oublie, c'est le côté... Il y a quand même un plaisir physique, comme quand on joue à Yu-Gi-Oh! Ou à Magic. Non, à avoir un contact avec autre chose que la manette, quoi. Oui, c'est sûr que... Et par exemple, lancer les dés, il y a toujours ce plaisir de lancer un dé. Ah ouais, c'est toujours un plaisir de lancer un dé. Et il y a moins ça sur les versions numériques des jeux. Enfin, je pense que le Monopoly en virtuel, ça doit être excessivement chiant. J'y joue souvent sur une application pour téléphone portable. Et non, c'est assez agréable. Le seul problème, c'est que j'ai un peu envie de psychoter, c'est que tu n'es jamais sûr qu'en fait, ton lancer ne soit pas riguette par une espèce de truc qui... Oui, tu n'es jamais sûr qu'il y a un algorithme. Ouais, qu'il n'y ait pas un algorithme qui fasse en sorte que tu aies le chiffre là. Alors que quand tu lances les dés, tu es quasiment sûr, à moins qu'il soit pipé, que c'est totalement de la chance, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, je te propose de faire une dernière pause musicale et puis après, on reparlera jeux de société une dernière fois.
C'était Assassin's Creed 2, la bande originale, avec la chanson qui s'appelle La famille Tezio. Alors justement, on a parlé de jeux de société pendant toute l'émission. Thomas, un jeu de société qui t'a marqué? Alors, qui m'a marqué pour l'instant. Ouais. Pas que je conseille vraiment. Non, un jeu qui t'a marqué. Alors, c'est En bien ou en mal d'ailleurs? plutôt en bien parce que Alors, en mal, plus jeune parce que mes parents ne l'ont jamais acheté. C'est juste parce que au niveau de la durée de jeu, on était très court. C'est un jeu qui se joue tout seul. C'est le Tricky Bille. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Alors, on parlait de jeux de société tout à l'heure et justement des jeux de société qui se jouent tout seul. C'est en gros simplement une bille en métal et tu dois la faire passer à travers plusieurs obstacles en appuyant sur certains boutons. Ah C'est oui. un petit jeu d'adresse un petit peu. Et alors ce jeu, quand j'étais petit, Je savais pas que ça s'appelait comme je ça. me souviens qu'il était dans une ludothèque à laquelle j'allais et je le prenais à chaque fois et j'étais fin fou de ce jeu-là. Mes parents, ils ont eu raison puisque la durée de jeu du truc, une fois que tu l'as joué, une fois que tu as réussi tout le parcours en entier, tu joues plus jamais. Et j'ai eu la chance d'y rejouer il y a 20 ans et c'était un réel bonheur incroyable de réussir ça peut-être 10 ou 12 ans après ce jeu-là. Et donc du coup, si vous voulez vraiment y jouer, vous pouvez l'emprunter quelque part, voilà, une ludothèque ou autre magasin. Je sais qu'à Nancy, il y a des bars associatifs qui permettent de louer des jeux. Donc ce jeu-là m'a vraiment marqué. Après, que je conseille, j'en conseillerais peut-être d'autres après. Et toi, tu as un autre jeu par contre qui t'a marqué? Alors, moi, je vais à un jeu qui m'a marqué en bien. D'ailleurs, c'est pas le jeu que je conseillerais, mais Yu-Gi-Oh! Évidemment. Déjà parce que c'est le premier jeu de cartes auquel j'ai joué, parce que c'était l'époque aussi, parce que les règles à l'époque où moi j'ai commencé c'était assez simple, et puis parce que les artworks étaient trop classe tout simplement. Par contre, c'est pas un jeu que je conseillerais. Et un jeu qui m'a marqué, mais en mal, pour le coup, là, c'est le Monopoly. Mais le jeu a été conçu pour montrer à quel point le monopole, en fait, c'est le mal. Et du coup, le jeu est plus ou moins conçu quand même pour que les gens s'engueulent dessus. Donc, est-ce que c'est un bon jeu parce que les objectifs des développeurs sont atteints, c'est-à-dire que tu finis par détester les gens avec qui tu joues? Ça fait ressortir les côtés les plus noirs de ta personnalité, le Monopoly. Ben voilà, et puis c'est long. Ça par contre, ça c'est vrai que c'est le C'est truc long. qu'on dit à En chaque fait, fois. c'est long, mais pas pour les bonnes raisons. Contrairement à un jeu de rôle où c'est long, mais tu fais jamais la même chose puisque tu suis une intrigue. Oui, le milieu du Euh, Monopoly, il y a une phase où en fait juste attends que tout le monde ait acheté tous les terrains du plateau pour les négociations et Voilà. c'est très plat quoi. Oui, effectivement. Donc le Monopoly, c'est vraiment le jeu qui m'a marqué, mais en mal. Bah, dans le même délire, moi le jeu qui m'a vraiment marqué en mal, bon j'en ai pas fait une psychose non plus, hein, mais c'est tout ce qui est Pictionary ou les trucs comme ça parce que je suis une bouse, pour dire poliment, en dessin et je tombe toujours avec des amis qui sont eux des artistes nés. Et vu que j'aime pas trop perdre, franchement, le Pictionary, j'ai l'impression que ça se base uniquement sur ça. Si tu sais dessiner, c'est bon, t'as gagné. Donc, franchement, C'est vrai que le ça se base thème un peu sur ça. le thème du jeu, moi, m'a jamais trop Voilà, emballé. donc jouer à tabou, au moins il n'y a pas besoin de Oui, dessiner. c'est vrai, voilà, c'est bien ça. Et du coup, un jeu que tu conseillerais. Alors là, Pourquoi? Là, j'en ai deux, selon votre envie, donc c'est ça qui est bien. Le premier que j'ai testé il y a très peu de temps, ça s'appelle Roi et compagnie. C'est un jeu de dés, alors c'est vraiment ma passion, le jeu de dés, j'adore ça. Quand c'est très simple au niveau des règles, qu'on peut tout de suite jouer, ça me passionne. En gros, vous avez 7 dés, si je ne dis pas ou 6 dés, 7 ou 6 dés, sur lesquels 1, 2, 3, 4, 5, 6 de façon normale, et donc 2 bleus, 2 rouges, 2 verts, et vous avez en face des cartes objectifs que vous devez atteindre. Donc ça peut être, vous gagnez plus de points selon la difficulté des choses. Par exemple, sur 7 dés, faire 3 dés où il y a marqué un 1, c'est très peu de points. Par contre, faire tous des dés verts, là, par contre, c'est 10 points. Et ce jeu est très simple à jouer et je vous le conseille vraiment parce que ça permet de jouer très vite entre amis. Ça crée beaucoup de frustration aussi parce qu'on a le droit à 3 lancers comme au Yams, un petit peu pour ceux qui connaissent. Donc c'est très sympa et c'est très simple. Et totalement à l'inverse, si vous avez envie de vous prendre un petit peu plus la tête, mais le jeu est génial, c'est le jeu que j'ai conseillé tout à l'heure dans ma chronique qui s'appelle Mysterium. Pour faire simple, j'y ai joué cette année au Nouvel An. On a mis presque 1h30 pour juste préparer le jeu, comprendre les règles. Mais une fois qu'on a compris et qu'on a détaché, qu'on a préparé le jeu, je vous jure que le jeu est génial et l'ambiance est parfaite. Et une fois qu'on a compris, le mieux c'est d'y jouer avec quelqu'un qui a déjà joué. Et en vrai, après avoir mis en place pendant 1h30, on a fait 4-5 parties en 4 heures en les enchaînant tellement c'était génial. Donc c'est une ambiance où vous êtes plongé dans un manoir. En plus j'avais dit il y a une musique qui permet de se mettre bien dedans. Vous êtes dans un manoir, vous êtes en gros, il y a un fantôme sur toute l'équipe que vous jouez, il y en a un qui sera désigné comme fantôme et au lieu de combattre le fantôme en fait vous devez l'aider à retourner dans le royaume des esprits. Donc c'est entre le jeu de rôle et le jeu de plateau finalement.
D'accord, et puis une dimension coopérative, j'imagine. Ah, du génial. coup. Oui, il y a que ça. En fait, soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne. Je pense que c'est aussi un des problèmes que j'ai avec le Monopoly, c'est que le Monopoly, c'est pas du coopératif, c'est de la concurrence. Il y en a et, qu'un qui gagne, quoi. Bah, en fait, beaucoup des jeux de société dits familiaux, c'est-à-dire le destin, la bonne paye et tout ça, c'est des jeux qui sont pas coopératifs. Et moi, j'ai un vrai problème avec ce truc de mise en concurrence des joueurs entre eux. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré les jeux de rôle. Et pourtant, Yu-Gi-Oh, qui est un jeu que j'aime beaucoup, ou même Magic, c'est des jeux qui mettent en concurrence, mais il y a que 2 joueurs. Donc c'est vraiment, il y a un côté, c'est l'honneur, tu vois, c'est pas la mêlée. Et puis, il y a la façon de gagner aussi. C'est-à-dire qu'au Monopoly, la seule façon de gagner, c'est d'être Un rapia. le plus dégueulasse possible, quoi. Oui, voilà. Mais du coup, ouais, j'ai un vrai problème où c'est des jeux où vous êtes plusieurs et vous allez être en concurrence les uns avec les autres. Moi, c'est une mécanique de jeu que j'apprécie très peu. Pour ça, alors, j'aime pas ça, mais d'un autre côté, je me suis rendu compte que c'est moins pire d'avoir un jeu qui met les joueurs en concurrence entre eux que d'avoir un jeu qui fait de la fausse coopération. Et là, je pense à un jeu que beaucoup de connaissent qui s'appelle League of Legends, je pense que tu connais aussi, qui est un jeu qui donne l'impression qu'il y a de la coopération entre les joueurs. Donc en fait, les mécaniques de jeu à l'intérieur du jeu font que les joueurs vont se mettre en concurrence et vont s'insulter tout le long de la partie quand ils sont en équipe. Et vraiment, le jeu encourage à la toxicité, et ça, je trouve ça encore pire. L'avantage de ces jeux-là, c'est qu'au moins, ils jouent carte sur table, vous êtes en concurrence, et c'est pas caché derrière une fausse coopération. Donc voilà. Un jeu que tu conseillerais, du coup? Alors, un jeu que je conseillerais, c'est Magic. Parce que le problème de Yu-Gi-Oh! En fait, c'est que déjà, les règles sont plus compliquées. Et en fait, le jeu est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'en un tour, vous pouvez gagner la partie. C'est pas le cas avec Magic, puisqu'il y a la logique de mana. Alors que moi, je trouve comme un défaut, parce qu'elle ralentit beaucoup le jeu. Mais en fait, c'est quand même un avantage pour les joueurs débutants. C'est-à-dire que il faut avoir un certain nombre de mana sur le terrain pour pouvoir jouer certaines cartes. Ce qui fait que le joueur en face de vous et vous allez devoir préparer vos tours en jouant des manas à chaque tour. Et ça va ralentir le jeu, ce qui n'est pas le cas avec Yu-Gi-Oh! Puisque vous pouvez jouer les cartes directement, notamment les cartes magiques et les cartes pièges, qui elles sont jouables directement sans sacrifice ou sans prérequis. Et du coup, c'est une des qualités du jeu pour les joueurs débutants, c'est-à-dire que le jeu va être très lent, vous allez pouvoir prendre le temps de bien tout comprendre aux cartes que vous allez avoir dans les mains. Après, le désavantage, c'est contrairement à Yu-Gi-Oh! Où c'est le descriptif de l'effet de la carte et dans la carte, des fois il y a des descriptifs qui sont très courts et très énigmatiques sur les cartes Magic. Par exemple, va y avoir un monstre, vous allez avoir écrit vol dessus. Si vous savez pas ce qu'implique le vol à l'intérieur du jeu de cartes, c'est-à-dire qu'en gros il passe au-dessus des créatures, vous allez bloquer dessus, alors que dans Yu-Gi-Oh! Ce sera expliqué. Mais Magic a quand même cet avantage d'avoir en lui-même une mécanique qui est plus longue, donc plus accessible, que n'a pas Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que Yu-Gi-Oh! Les Konami, j'ai l'impression, essaient de ralentir depuis quelques extensions le jeu. Ils se sont rendus compte que pouvoir gagner en un tour, ça n'avait plus grand intérêt. Donc voilà, je vous conseille Magic, donc Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en français. En plus, dans toutes les boutiques, vous allez avoir forcément un spécialiste de Magic, parce que tout le monde a joué à Magic, c'est le père des jeux de cartes. Donc vous savez jouer. Oui, vous savez jouer à Magic, grosso modo, vous savez jouer à tous les jeux de cartes. Alors par contre, c'est du deck building, donc il va falloir acheter les extensions, et ça peut représenter. Ce qui est très dommage, c'est que par rapport à Yu-Gi-Oh! Par exemple, c'est qu'on peut pas acheter des boosters juste d'un type ou d'une chose comme ça. On va avoir du bleu, du rouge, parce que oui, t'as pas évoqué, mais il y a différents éléments dans Magic. J'ai pas donné les détails du jeu Voilà. de cartes, mais c'est un jeu quand même qui revient comme Yu-Gi-Oh! De toute façon, pour faire du deck building au niveau financier. Ça coûte cher. Alors, pour jouer en tant que débutant, ça peut pas coûter si cher que ça. Il y a des decks de démarrage juste pour s'amuser. Par contre, si vous voulez faire un petit peu plus de, pas forcément compétitif, mais oui, là, ça va quand même commencer à coûter un petit peu. Ouais, ça va coûter. Moi, je sais que je mets à peu près 70 € par mois, mais parce que je suis un gros joueur et que j'adore ça. Donc voilà, effectivement. Après, moi, pour les gens qui veulent essayer le deck building, donc c'est-à-dire les jeux de cartes où vous construisez votre propre paquet, parce que deck building, ça peut paraître un peu flou à nos auditeurs. En fait, c'est des jeux où vous allez piocher des cartes dans un paquet, mais le paquet, c'est vous qui le construisez. Donc voilà. Et effectivement, pour construire un paquet qui soit vraiment performant, ça peut revenir assez cher. Parce qu'il y a cette dimension de hasard dans les boosters, moins dans les decks de structure, parce que vous savez ce que vous achetez. Mais pour les débutants, effectivement, les decks de démarrage et les decks de structure sont bien faits. Moi, j'aurais tendance à dire que commencez par Magic, parce que les règles sont bien plus simples. Et puis, elles évoluent pas très rapidement, contrairement à Yu-Gi-Oh! Où pratiquement tous les 5 ans, il y a une nouvelle règle qui s'ajoute.
Donc vraiment Magic, en plus c'est la mère des batailles, vraiment, tout le monde connaît, vous avez toujours quelqu'un pour vous conseiller. Et puis même si c'est pas le plus connu, j'ai l'impression, Non, c'est vrai Les que gens ont tendance à Yu-Gi-Oh! plus- à connaître. est plus, beaucoup plus connu. ont tendance à plus connaître Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon en tant que carte. Mm. Magic c'est vraiment un jeu à jouer. C'est parce qu'il y a Et alors, un il y a des pas eu beaucoup de avantages- dérivés aussi. de Et un Magic. des avantages de Magic, c'est que les artworks des cartes sont magnifiques. Aussi. Vraiment, c'est des beaux objets en fait. En dehors de même la notion de jeu, contrairement à Pokémon, où je trouve les artworks de la plupart des cartes absolument immondes. Pour le coup, là, vraiment, c'est fait par des artistes et ça se voit, quoi. Mm. Il y a vraiment une recherche artistique dans les cartes Magic. C'est des beaux objets qu'on prend plaisir à avoir en main. Donc voilà, Magic, c'est ce que je vous conseille. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a bien fait le tour. Ouais. Je pense qu'on y reviendra avec de la construction de jeu qui est en cours apparemment. Ouais. Donc je pense qu'on Puis, je recevra. pense que vu tes centres d'intérêt, Yu-Gi-Oh! Tout ça, ça reviendra souvent, je pense, Oui, dans je les pense, émissions. effectivement, puisque c'est moi qui fais le conducteur. Donc voilà, je remercie nos auditeurs, je remercie la technique, je remercie notre invité. Je rappelle également sa boutique Horizon Ludique à Toul. Je vous conseille d'y aller parce que vraiment c'est très sympa. Donc voilà.